Proche-Orient, les visages de la guerre. Hassan Nasrallah, l'inventeur du Hezbollah. Hassan Nasrallah naît en 1960 dans une famille chiite modeste du sud du Liban, région longtemps marquée par la domination israélienne et les tensions communautaires. Encore adolescent, il rejoint le mouvement Amal, un groupe chiite libanais, avant de se rendre à Nadjaf en Irak pour étudier la théologie. Épisode 2, Hassan Nasrallah, la montée en puissance du Hezbollah. Nasrallah, Aurélie Daher. On n'a pas beaucoup d'informations sur Nasrallah, on va dire sur le plan organisationnel du Hezbollah entre 82 et 85. Ce qu'on sait sur lui, c'est que donc en 82, il est à Baalbek avec son maître, Abbas al-Moussaoui, qui lui donne des cours de religion. Et puis, en 82, Moussaoui, avec un autre un autre clerc de la région, un type qui s'appelle Subhi Toufaili, à qui d'ailleurs il n'a pas toujours eu des relations extrêmement harmonieuses. Tous les deux, en fait, ils sont, au moment de l'invasion, ils sont à Téhéran. Ils sont à Téhéran parce qu'ils sont invités depuis quelques jours par les Iraniens, notamment par les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, à 3 jours de festivités pour célébrer une victoire iranienne sur l'armée irakienne. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, entre 80 et 88, donc l'Iran se bat contre l'Irak, et puis ça a été compliqué pour les Iraniens. Donc là, hop, ils ont réussi à récupérer, les Iraniens ont réussi à récupérer le port de Khorramshahr. Ils font une énorme fête, ils ont invité tout le monde clérical chiite aux festivités, et puis donc Abbas al-Moussaoui, plus Subhi Toufaili sont là, et ils apprennent la nouvelle de l'invasion, et là ils décident de rentrer Fissa au Liban et de monter en fait une structure paramilitaire dédiée à repousser l'envahisseur de l'autre côté de la frontière. Et il rentre, et puis, bon, évidemment, Hassan Nasrallah, il fait partie de la bande. On réfléchit à comment on va mettre ça en place. On demande l'aide des Iraniens. On demande à avoir une arrivée massive de Pasdaran, on demande des armes, on demande de l'argent, et très étrangement, ça c'est un mythe occidental qui doit tomber, très étrangement, l'ayatollah Khomeini est contre. L'ayatollah Khomeini ne croit pas du tout à ce projet de créer une milice Hezbollah qui se battrait contre Israël. Il pense qu'Israël est 3 fois trop forte, que les Libanais, là, ils sont bien gentils, mais c'est des gens de la Beka, c'est des gens du Sud. Grosso modo, c'est des ploucs, c'est des fermiers, ils n'ont aucune chance d'y arriver. Donc c'est non. Et puis voilà, on va tirer des ficelles pour que finalement des amis au sein de l'appareil étatique iranien envoient une petite poignée. On parle entre 150 et 300 Pasdaran dans la Beka, mais alors uniquement à titre éducatif. On va vous aider à monter organisationnellement. Donc d'ailleurs non pas le Hezbollah, c'est pas le Hezbollah qui est créé en 82, c'est la résistance islamique au Liban. Donc vraiment une formation 100% armée. On va vous apprendre à vous organiser, on va apprendre un peu de la discipline, on va vous apprendre un peu ce que c'est que la résistance, la culture de la résistance, on va vous apprendre à utiliser des calaches, et puis on va voir si dans les fonds de tiroir, on n'a pas un peu quelques cartouches, et puis 3 fifrelins. Et les gars commencent comme ça tout seuls, ils se mettent en communication évidemment depuis la Beka avec les personnes dont je parlais, là, les résistants de Beyrouth, de Khaldé, les héros de Khaldé. Donc hop, la jonction comme ça se fait, et la résistance islamique commence comme ça. En fait, bizarrement, c'est une histoire du Nord et de Beyrouth avant d'être celle du Sud. Nasrallah, là-dedans, il abandonne rapidement ses études, ou en tout cas, il les bâcle. D'ailleurs, il aura jamais sa thèse, entre guillemets, en religion. Il s'intéresse bien plus aux militaires, et il fera partie, d'ailleurs, de la première cohorte de jeunes Libanais formés par les Iraniens au maniement des armes. Alors, il ne sera pas forcément très présent sur les champs de bataille, un petit peu quand même, parce qu'il faut des hommes, mais lui, très rapidement, et surtout à partir de 85, on va lui donner la tâche, au demeurant extrêmement importante, et qui va beaucoup lui servir une fois qu'il sera secrétaire général, de monter l'organisation, notamment sur le plan civil, de penser toute l'organisation en interne, et notamment à Beyrouth. Donc, il y a des personnes qui s'occupe, en l'occurrence son chef à l'époque, s'occupe de tout ce qui est PR, relations publiques, communication, politique, et puis lui, c'est le manager. C'est le type qui, sur le terrain, va penser les départements, penser les recrutements, penser les formations, penser quel type d'institution on a besoin, les budgets, etc. C'est un type de l'exécutif, si vous voulez. Et il va faire ça pendant quelques temps, jusqu'au moment où donc son guide spirituel et son maître et ami, Abbas al-Moussaoui,
qui avait pris donc la tête du secrétariat général en 91, Abbas el-Moussaoui dit il faut qu'on arrête de se chamailler entre Libanais, et notamment entre chiites. À l'époque, il y avait de grosses rivalités avec Amal, le deuxième grand parti chiite. Et puis, on considérait au sein du Hezbollah que ça ralentissait l'action de résistance contre Israël. Donc, il fallait qu'on arrête de chamailler. Il fallait aussi qu'on arrête de chamailler avec les autres Libanais. Il fallait que le front libanais soit uni pour mieux pouvoir se concentrer sur Israël. L'idée, c'était de ne pas se retrouver entre le marteau et l'enclume. Donc, Abbas el-Moussaoui lance cette idée, puis il n'a pas le temps de la mettre en place. Les Israéliens l'assassinent en février 92, lui, sa femme et son petit garçon de 6 ans. Une roquette sur la voiture, au retour d'une cérémonie. Plus de Abbas el-Moussaoui. Et les Israéliens fanfaronnent, ils disent on a complètement déstabilisé le Hezbollah en décapitant la tête de l'organisation. Là, il va falloir beaucoup de temps avant qu'ils trouvent quelqu'un pour le remplacer. Ça va démoraliser les troupes. Bref, on va être tranquille pendant un moment. Et puis, pas de chance, moins de 24 heures après l'assassinat d'Abbas el-Moussaoui, de manière collégiale, le leadership du Hezbollah annonce le nouveau secrétaire général, Hassan Nasrallah, 31 ans. Un petit jeune, inconnu du public. Alors évidemment, dans les milieux Hezbollah, les personnes qui vont à tous les meetings, on l'avait aperçu 1 ou 2 fois. Mais il y a une inquiétude chez les pro-Hezbollah et puis même au sein de la communauté chiite. On se dit, on le voit arriver sur la télé. Je m'en souviens, moi j'avais 15 ans. Première apparition de Nasrallah à la télé. C'était un hiver extrêmement froid. On était tous coincés à la maison depuis un mois à cause de la neige. Et on voit arriver ce petit genou avec son visage poupon. Et qui dit « les Israéliens vont payer ». Et là, on se dit « oh là 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 là, bon, discours de circonstance, il ne pourra jamais rien faire ». On se dit probablement il va être drivé par l'équipe collégiale et puis ils vont lui trouver un remplaçant rapidement. Et puis, dès le lendemain, pour la première fois dans l'histoire du Liban, pour la première fois dans l'histoire du Hezbollah, le Hezbollah lance des roquettes sur le nord d'Israël. Il va attirer l'attention de la communauté chiite où on va se dire « tiens, il est jeune, mais il a l'air motivé, celui-là ». Et puis, très rapidement, il va délaisser en fait tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion de l'appareil civil, notamment à son adjoint, à son numéro 2, et puis toute une autre équipe, et il va se concentrer sur le militaire. Et c'est lui, en fait, qui va penser toute la culture militaire de la résistance islamique, qui va énormément s'y investir, qui va capitaliser sur la compétence, qui va aussi s'entourer de personnes qui vont monter en compétence grâce au terrain, hein, parce que on voit bien, Israël a assassiné des hauts gradés du Hezbollah, des types qui sont extrêmement compétents sur le terrain, mais ce sont des garçons qui ont tout appris sur le terrain. Moi, je me souviens, les premières attaques du Hezbollah au sud Liban, j'ai presque envie de dire, c'était mignon. C'est-à-dire que ils prenaient, ils cachaient leur vieille Peugeot blanche derrière des rochers. Ils étaient là, ils mettaient 2-3 câbles sur la batterie. Ils essayaient de mener le câble à une petite bombe qu'ils mettaient sous un caillou sur le passage d'un char israélien, et puis s'ils avaient réussi à travers l'explosion à abîmer un peu une chenille d'un tank israélien, c'était l'exploit de la semaine, on sabrait le jus d'orange. Bon, quoi. Et c'est là aussi qu'on voit le chemin qu'a fait la résistance islamique sous Nasrallah en 30 ans, la progression notamment sur le plan militaire. Nasrallah, à partir de 92, va reprendre les choses militaires en main. En 93, Israël lance l'opération règlement de compte, parce qu'elle en a un petit peu marre de se faire titiller là par ses barbus, qui commencent quand même à réaliser quelques scores et surtout à renvoyer en Israël un certain nombre de soldats israéliens en mode body bag. Donc là, on commence à se dire, mais il va falloir faire quelque chose, là, c'est terroriste, etc. Donc pendant une semaine, Israël lance une offensive extrêmement violente, un peu dans le style de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est intense, c'est extrêmement meurtrier. Et là, pour la première fois aussi, on voit la résistance islamique lancer des salves de manière continue, sans fléchir, malgré les bombardements, pendant toute une semaine, les salves de roquettes sur Israël, les unes après les autres.
Et c'est là qu'on commence à se dire, mais finalement, cette résistance islamique, c'est pas un groupe résistant comme les autres. Il serait bien capable d'infliger réellement des bobos à l'armée israélienne. 96, à nouveau, en 96, opération Raisin de la colère. Israël recommence. Ça dure 10 jours. C'est extrêmement violent. Il y a le massacre de Cana. Donc Israël tue ce refuge, 120 personnes. Il y avait essentiellement des femmes, des enfants, des vieillards. Ça va amener d'ailleurs la communauté internationale, à commencer par Jacques Chirac, à hausser le ton, à dire bon, les Israéliens, faudrait que vous vous calmiez un peu. Là encore, la résistance islamique sous Nasrallah marque des points, et surtout, il y a une nouvelle réussite, je veux dire, une nouvelle médaille qui arrive sur la poitrine de Nasrallah. Nasrallah impose à Israël de nouvelles règles du jeu en 96. Jusqu'en 93, disons, une des stratégies préférées d'Israël, c'était de taper sur les civils. D'ailleurs, elle n'a pas complètement abandonné cette stratégie. L'idée, c'est, je ne suis pas au sol, ou je n'y arrive pas très bien au sol, mon armée se dépatouille mal au sol, donc je vais taper sur les civils. Ça va mettre sous pression le gouvernement libanais, ou le gouvernement palestinien, ou le gouvernement syrien, whatever. Ça va mettre le gouvernement de ces pays-là sous pression, et du coup, ce sont ces gouvernements qui vont mettre en laisse leurs milices locales. Et donc, Israël, entre 82 et 93, frappait vraiment très violemment les civils libanais pour forcer le gouvernement libanais à mettre en laisse le Hezbollah. Puis ça, évidemment, le gouvernement libanais n'a absolument aucune marge de manœuvre face au Hezbollah. On est dans un pays consociatif, où ce sont les communautés qui gouvernent, et l'État central est extrêmement faible. Et Nasrallah avait déjà dit en 93, il va y avoir une nouvelle règle du jeu. Maintenant, Israël veut taper sur le Liban, il faut qu'elle tape sur nous. Elle se concentre sur nous. Ça va être entre militaires. On va régler ça entre armée israélienne et Hezbollah. L'armée israélienne ne doit plus taper les civils. Donc, si vous avez besoin de vous lâcher, en Israël, vous lâchez sur nous. On va faire, grosso modo, le paratonnerre maintenant, mais vous ne touchez plus aux civils. L'accord était resté oral. C'était un gentleman's ou non-gentleman's agreement en 93. En 96, Nasrallah réussit à amener Israël à mettre ça à l'écrit, avec caution d'un groupe de pilotage, 5 puissances dont font partie les États-Unis et la France, qui se portent garant qu'Israël respectera bien l'accord. Maintenant, c'est tu tapes sur moi, tu ne touches pas les civils. Donc, on continue comme ça, à partir de 96, la résistance islamique, elle monte en compétences, elle s'arme aussi un peu mieux. Elle réussit en fait, à travers son action, à installer la question de la présence des troupes israéliennes sur l'agenda électoral israélien. Et Ehud Barak, à tel point que Ehud Barak, qui se présente aux élections en 2000, dit « Écoutez, si je suis élu, la première chose que je fais, je ramène les boys à la maison. » Parce que finalement, notre présence au Liban, elle ne sert à rien, elle ne fonctionne pas. Et effectivement, du moment qu'il est élu, il annonce que ce sera pour le mois de juillet 2000, tout le monde partira, les Israéliens partiront. Pour Nasrallah, il est hors de question qu'Israël parte la tête haute, donc il accélère la cadence, et finalement, sous les coups de la résistance islamique, Israël part par une nuit sans lune, fin mai 2000, c'est la libération du Liban, c'est la fin de 22 ans d'occupation israélienne du Liban, et là, Nasrallah, la légende Nasrallah, le dieu vivant Nasrallah, démarre.